Bonjour à tous, je vous fais donc une petite vidéo pour vous rappeler quelques notions sur l'approche par l'accident que nous avons commencé à aborder avant votre départ en stage pour les élèves qui étaient présents. Donc ces explications vidéo vont vous permettre de réaliser au fait le TD que je vais ou que je vous ai en tout cas envoyé par mail. Je vous enverrai également le diapositif que j'utilise là, que je commande, comme ça vous pourrez l'avoir également de votre côté. Donc, on va aborder l'approche par l'accident. Donc, on a déjà abordé pour l'instant l'approche par le risque, cette approche que vous avez mis en place entre autres dans votre premier rapport de stage. Cette approche par le risque est ce qu'on appelle une analyse a priori des risques. Donc, c'est-à-dire qu'on part d'une situation professionnelle et on essaye de prévoir, d'anticiper ce qui pourrait se produire dans telles conditions. Donc, on a un danger, une situation dangereuse, un événement déclencheur, un opérateur, la personne, et cela va conduire au fait à un dommage. Donc, c'est une analyse a priori des risques. Donc, c'est avant que la personne soit en contact du danger. Donc, ça se passe avant l'accident, avant le dommage. Dans cette approche par l'accident, c'est une approche qui est non pas a priori des risques, mais elle se passe après l'accident. Donc, on va partir d'un accident qui a lieu et on va l'analyser pour éviter, bien évidemment, qu'il ne se reproduise. Donc, il faut bien déjà faire la distinction entre ces deux types de démarches. La première qu'on a vue dans la première partie de l'année était une démarche avant que le dommage apparaisse. Ici, on se sert d'un accident avec un dommage et ensuite on analyse cette situation. Donc, pourquoi analyser un accident de travail? Donc, l'accident va résulter de l'activité professionnelle à la suite d'événements non souhaités. Donc, effectivement, ça va être la succession d'événements non souhaités qu'on pourrait également appeler événements déclencheurs si on fait le parallèle avec l'approche par le risque. Et l'ensemble de ces événements non souhaités, non contrôlés, déclencheurs, vont amener un dommage, un accident. On analyse également un accident pour permettre de mettre en évidence donc, des causes multiples de l'accident de travail. La mise en évidence des causes multiples de l'accident de travail. Donc effectivement, plusieurs événements non souhaités, plusieurs causes multiples. On va pouvoir en fait regrouper différentes causes par composante du contexte professionnel. Et enfin, cela permet également de rechercher les dysfonctionnements qui ont contribué à les provoquer. Donc, même s'il y a un enchaînement d'événements non souhaités, parmi ces événements, il y a peut-être un dysfonctionnement qui peut être réglé pour donc empêcher de nouveau un accident. Donc, cela, bien évidemment, va conduire à la proposition d'actions correctives et de mesures de prévention à mettre en place afin d'éviter que l'accident ne se reproduise. Donc, l'objectif final, c'est d'éviter qu'une personne, un salarié, un employé qui se retrouverait dans les mêmes conditions, que cela reproduise encore une fois un accident. Donc, je répète une dernière fois au cas où je n'ai pas été clair. L'objectif est d'empêcher qu'une situation avec les mêmes causes qu'un accident entraîne de nouveau un dommage. La première étape, elle consiste à recueillir les faits. Donc rapidement, la définition d'un fait. Ça constitue une information. Un fait est vérifiable, il est vu, lu et entendu. On ne peut donc pas le contester. C'est notre troisième point. Il est concis et précis, donc c'est-à-dire que c'est un fait qui n'a pas besoin d'explications sur plusieurs lignes. Et enfin, il s'exprime à la forme affirmative, mais ce n'est pas ce qui est le plus important de retenir. Il faut surtout retenir que c'est une information, qu'il est vu, lu et entendu, et qu'il est non contestable. Ce sont ces trois éléments-là qui sont le plus importants. Dans l'approche par l'accident, on va regrouper les faits dans
les différentes composantes du contexte professionnel. C'est ce qu'on a ici. On va regrouper les faits qui sont en lien avec l'individu, les faits qui sont en lien avec la tâche, les faits qui sont en lien au matériel et enfin les faits qui sont en lien avec le milieu. Et on va les classer dans ce qu'on appelle un diagramme cause-effet, mais ça j'y viendrai à la diapositive suivante. On parle de méthode ITA-MAMI. I pour individu, T pour tâche, MA pour matériel et MI pour milieu. Dans les faits liés à l'individu, on va retrouver les caractéristiques physiques, l'ancienneté par exemple. À la tâche, ici en rose, on a la tâche prescrit, travail prescrit, pardon, et travail réel. Donc le travail prescrit, c'est ce que votre employeur, votre patron va vous demander de faire. Par exemple, vous avez 2 heures pour réaliser la maintenance de tel ascenseur. Et enfin, le travail réel, c'est le temps réel, par exemple, que vous allez mettre pour faire la maintenance de l'ascenseur, pour X raisons, qu'il y a des embouteillages sur le trajet, que vous avez mis plus de temps que prévu pour accéder au légal technique. Bref, le travail réel, c'est au fait les conditions de travail sur le terrain avec toutes les perturbations que cela engendre. Le matériel, donc l'effet en lien avec le matériel, quel type de matériel, est-ce que le matériel fonctionne correctement ou ne fonctionne pas, quelles sont les caractéristiques techniques de ce matériel, et enfin l'effet en violet ici, là qu'on va regrouper dans la composante milieu, avec l'environnement du poste, est-ce qu'il fait froid, est-ce que c'est un environnement qui est bruyant, est-ce qu'il y a beaucoup de lumière, les horaires, la cadence, donc est-ce que j'étais pressé, combien de temps j'avais pour réaliser telle tâche, la communication de l'entreprise, est-ce qu'il y avait une bonne organisation, par exemple? Le type de rémunération, cela peut également impacter. Et enfin, l'ambiance physique, ça revient un peu également à ce que j'ai dit précédemment par rapport au froid, à la lumière, etc. Et l'environnement du poste également. Ces 2 éléments se ressemblent un petit peu. Ça, c'est pour la première étape. On va donc les classer. On va donc les classer dans un diagramme cause à effet qui ressemble à ça. Donc, en fait, c'est une flèche avec notre effet, notre fait ultime, même l'accident de travail. Et on va retrouver ici les différentes composantes du milieu professionnel. Et sur chaque branche, on va avoir en fait des ramifications où on va mettre les faits liés au matériel, les faits liés au milieu, etc. Maintenant, l'étape numéro 2, elle constitue à la construction de l'arbre des causes. Donc, l'arbre des causes, c'est la représentation graphique de l'enchaînement logique des faits qui ont conduit à l'accident. Donc, on va partir du dommage, de l'accident, de ce qu'on appelle au fait le fait ultime. Ça va être notre point de départ. L'arbre des causes se construit de la droite vers la gauche, mais il a un sens de lecture qui est de la gauche vers la droite. On va d'abord s'intéresser à son sens de construction, donc de la droite vers la gauche. On part du fait ultime, le dommage final de l'accident. Et on va donc, après avoir listé les faits, donc selon la méthode d'Itamami, on va donc remonter à chaque fois en arrière. On va essayer de faire un peu comme une frise chronologique. C'est un enchaînement logique qui a également une chronologie, donc en lien avec le temps. Le but va être de rechercher pas à pas l'organisation logique des faits qui ont concouru à l'incident ou à l'accident à analyser. Il faut se poser à chaque fois 3 questions. Qu'a-t-il fallu pour que cela apparaisse? Est-ce que ce fait est nécessaire à expliquer? Est-ce que ce fait est suffisant pour expliquer? Donc, on part du fait ultime et ensuite, on va placer les autres faits. Je vais vous montrer ensuite un exemple plus concret. On va avoir différents liens de connexion entre les différents éléments de l'arbre des causes. On va avoir ce qu'on appelle un enchaînement classique, un antécédent qui entraîne un fait. Le fait ultime, c'est Martin qui est tombé, et enfin, on a l'antécédent qui est Martin qui a glissé. Une conjonction, un fait, mais plusieurs antécédents. Par exemple, ce qui est bien ici, c'est l'exemple du feu. Donc,
Je ne sais pas si vous le savez, mais pour qu'il y ait un feu, il faut qu'il y ait une combustion. Et pour qu'il y ait une combustion, il nous faut 3 éléments. Un carburant, c'est-à-dire de l'oxygène, la plupart du temps, du moins sur Terre. Un combustible, donc une matière capable de prendre feu, le bois, également tout ce qui est huile, essence, etc. Et enfin, une source d'énergie, la chaleur, un briquet, une allumette. Lorsque ces 3 éléments sont présents, on a une combustion, il peut donc avoir un feu. Donc, le fait ultime, c'est le feu, et les 3 antécédents, c'est la présence de chaleur, de combustible et de carburant. Ça, c'est une conjonction, un fait, plusieurs antécédents. Et vous l'aurez compris, on va avoir l'inverse, un antécédent qui entraîne plusieurs faits, par exemple l'explosion qui entraîne la blessure de Martin et la destruction d'un bâtiment. Prenons l'exemple suivant. On a donc cet arbre des causes. On a le fait ultime, la personne est inconsciente. Parmi la liste des faits, on a qu'elle a inhalé des produits toxiques. On place le fait précédent, inhalation de produits toxiques. Pourquoi elle est inconsciente? Car elle a inhalé des produits toxiques. Mais quelle est la raison de la présence de ces produits toxiques dans l'espace, l'espace restreint dans la zone? 2 raisons. Premièrement, l'absence d'aération du local. Deuxièmement, l'émanation de vapeurs toxiques. On a bien une conjonction. On a bien 2 événements, 2 antécédents qui donnent un fait. C'est une conjonction. C'est ce qu'on a vu ici. Ok. Mais il y a bien des raisons au fait que il n'y avait pas d'aération locale. Est-ce qu'on se repose des questions? Est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que cela est nécessaire pour expliquer la présence de produits toxiques? Non. On a donc l'aérateur qui est en panne. Pourquoi il est en panne? Car l'opérateur chargé de la maintenance est en congé. Première explication, un enchaînement. Mais pourquoi les fenêtres sont fermées? Car il fait froid. On a bien encore une fois ici plusieurs antécédents qui ont donné un fait. Et enfin, pourquoi ces produits toxiques étaient présents? Parce que il y avait la réparation de matières colorantes qui entraîne l'émanation de vapeur toxique. Donc, j'espère que c'est plus clair. On part du fait ultime et on va positionner sur cet arbre les différents faits. La personne a inhalé des produits toxiques. Pourquoi elle a inhalé des produits toxiques? Car il y a des émanations de vapeur toxique. Et enfin, il n'y avait pas d'aération, ce qui explique donc que le produit toxique est resté dans l'air. Je vous rappelle qu'on a vu les voies de pénétration des produits chimiques. Il y avait notamment les voies respiratoires. Ok. Étape numéro 3, on va donc essayer de proposer, de hiérarchiser des mesures de prévention. Donc, je vous ai mis ici un petit schéma qui vous montre qu'on peut schématiser la mesure de prévention par un ciseau, en fait, parce que comme c'est un enchaînement logique, peut-être que éliminer un seul fait de l'arbre va pouvoir permettre d'éviter l'accident d'avoir lieu. Par exemple, si on revient à notre situation qui est ici, peut-être que si l'entreprise avait une meilleure organisation, elle aurait du coup anticipé le départ en congé de la personne qui s'occupe de la maintenance. On n'aurait donc pas eu l'aérateur qui est en panne et on n'aurait donc pas eu d'aération locale. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de produits toxiques dans l'air et on aurait donc évité l'accident. Donc, ne serait-ce que trouver une mesure de prévention ou une action de correction sur un seul élément, comme vous le voyez, peut entraîner l'absence d'accident. Bien évidemment, on ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler le fait qu'il fasse froid ou qu'il se fasse chaud. Donc, il est important de comprendre que traiter un seul de ces faits va pouvoir avoir des répercussions. C'est pour ça qu'il faut lister sans censure et pour chaque fait en partant des branches terminales, donc des dernières,
un maximum de mesures de prévention afin de réduire les conséquences néfastes. Ensuite, une fois qu'on a listé toutes les mesures, il faut les classer par ordre d'efficacité selon les 3 principaux niveaux de prévention. Je vous rappelle qu'il y a 3 niveaux de prévention. Le niveau 3 correspond à la formation et à l'information. Donc, je forme mes salariés, mes employés à avoir tel geste pour limiter les dangers, ou j'informe en mettant des affiches, par exemple. Ça, c'est le niveau 3. Niveau 2, je mets en œuvre des équipements de protection collectifs ou bien des équipements de protection individuelle. Pour rappel, le danger est toujours présent, mais je me protège. On prend l'exemple des chaussures de sécurité pour se protéger d'une charge lourde. Une charge de 50 kg continue à peser 50 kg lorsque vous portez vos chaussures de sécurité. Donc le niveau 2 permet uniquement de se protéger, mais il ne supprime pas le danger. Ce qui est différent du niveau 1 qui correspond à réduire ou supprimer complètement le danger. Donc, 3 niveaux. Niveau 1, je supprime, je réduis. Niveau 2, je protège collectivement ou individuellement. Niveau 3, je forme et j'informe. Donc, on a les mesures de prévention. On va les classer à l'aide de ces niveaux de prévention et aussi par rapport à des critères de choix. Mais ça va plutôt être du côté de l'employeur, de l'entreprise. Il faut que c'est par quel critère il va décider l'employeur par rapport à ce qu'on appelle l'adhésion des opérateurs. Il faut que la mesure de prévention soit acceptée et comprise par l'ensemble des salariés. Cela ne doit pas entraîner un déplacement du risque. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que peut-être que je règle le problème à tel endroit, mais il ne faut pas que cela le déplace à un autre endroit de l'entreprise, par exemple. Faisabilité à court terme ou à long terme. Le coût, donc l'argent que cela nécessite, bien évidemment, et enfin que cela réponde à la réglementation. Donc, ensuite, dernière étape, on va donc attribuer des priorités à chaque mesure proposée selon les critères que je viens de citer précédemment. Donc, on liste les différentes mesures de prévention, on les classe à l'aide des niveaux de prévention et à l'aide des critères de choix du patron, de l'employeur. Et comme ça, ensuite, on permet de faire en fait une priorité, donc dire tel danger, tel risque, il sera traité en première position, celui-là il sera en deuxième position, etc. Donc j'espère que ces explications sur l'approche par l'accident auront été claires et vont vous permettre normalement de réaliser le TD que je vous envoie par mail.